Micro-Stockholm. Votre style est renommé. Je vous en félicite. Vous êtes un grand maître. Pourquoi voulez-vous donc me tuer? Pour de l'argent, j'assassine les gens. Et aujourd'hui, j'ai enfin un adversaire digne de ce nom. Mais vous allez bientôt le constater, me tuer ne sera pas facile. Tu vas le payer cher. Tu n'es qu'un misérable criminel. Les jeunes d'aujourd'hui, vous prenez des raclés à chaque petit combat. Mais tu fais le malin. Va falloir que je t'apprenne les bonnes manières. Pour étudier mon style, bois donc du vin, les choses te sembleront plus faciles. À la tienne. Salut à tous, bienvenue dans HCast, le podcast du ciné HK et asiatique. Ceci est aujourd'hui notre épisode 6. Je suis Marvin Montes, accompagné du plus grand fan au monde de comédie HK. J'ai nommé Erwan Kirok. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, il fallait te vendre un petit peu là, parce qu'on a choisi un film qui allait te plaire, puisqu'on va parler quand même d'un film important. C'est un film de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan qui s'appelle Drunken Master. Le Maître chinois en français, qui est un film de 1978, plus connu pour son titre international qui est Drunken Master, qui se traduirait par le maître bourré en fait. D'ailleurs, le maître chinois, c'est quand même encore un titre bien pété. Hein. C'est limite raciste quoi. En fait, comme c'est une suite non officielle de son film précédent qui était sorti en France sous le titre Le chinois se déchaîne, c'est toujours limite. Il faut prévenir que la nationalité du mec est chinois, sinon les gens vont être choqués quoi. Et d'ailleurs, si tu regardes plus loin dans la filmo, je crois qu'on a le retour du chinois aussi. Donc. Bon écoute, on va faire le sommaire avant de démarrer. Comme d'habitude, Drunken Master, c'est quoi? On parlera du contexte, on donnera notre avis, on parlera de l'impact, ce qui me semble assez important, et on terminera par quelques petites recos. Est-ce que c'est bon pour toi? Écoute, c'est bon pour moi, je suis prêt à y aller. Tu sais ce qu'on raconte sur lui? On dit qu'il est un peu sévère. Ah non, il n'est pas sévère, il est cruel. Tu vas être mutilé à vif et ongles. Je vais être honnête avec toi. C'est un véritable monstre. Je te le dis, c'est un tortionnaire. Oh, je te plains. Donc Drunken Master, qu'est-ce que c'est? Alors je pense que c'est peut-être un des pitchs les plus simples qu'on ait jamais eu à faire. C'est un film dont le scénario est d'une simplicité enfantine. Le film suit les mésaventures de Wong Fei-hung, interprété ici par Jackie Chan, qui est un élève turbulent d'arts martiaux et qui en fait va se mettre à dos son père, qui va l'obliger à suivre l'enseignement d'un vieux maître chinois, particulièrement exigeant mais aussi particulièrement accro à l'alcool, qui va les emmener dans des mésaventures assez rocambolesque et face à un tueur nommé... Thunderfoot, non? Ouais, Thunderfoot en anglais, mais je crois que c'est Jambe de Fer. Ouais, peut-être. Je suis jambe de foudre. Jambe de Fer en VF, quoi. Jambe de foudre. Entre les têtes de fer et les jambes de fer, c'est compliqué de s'y retrouver. C'est toujours la même chose, je sens que ça va être le running gag. C'est un truc de fou. Alors, comme tu l'as dit, c'est un film qui est sorti en 1978 à HK. En France, c'est sorti en VHS en 85. Ouais, ça a mis un peu de temps. Bah, fallait le temps de trouver le titre. Alors, c'est évidemment un film de Yuen Woo-ping. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur The Grandmaster. C'est le deuxième film de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan. Il est sorti la même année d'ailleurs que son film précédent que t'as déjà cité, Le chinois se déchaîne. Et c'est un film qui explore, un peu comme d'ailleurs dans The Blade, hein, dont on a parlé il y a 2 épisodes, c'est encore une figure mythique, une figure légendaire de la Chine, puisque c'est un film qui parle de Wong Fei-hung. Wong Fei-hung qui était un pratiquant d'arts martiaux et acupuncteur extrêmement populaire en Chine. D'ailleurs, c'est pas du tout la première adaptation de ce personnage qu'on retrouve, et c'est loin d'être la dernière. Non, il y a eu, je crois, une centaine d'adaptations de la légende de Wong Fei-hung. Ouais, donc 85 ou 90 avec Quan Tak Ing, qui était le premier à l'incarner au cinéma, c'était en 1949. Et donc il a joué dans cette série de films adaptés des histoires de Wong Fei-hung pendant 21 ans. 85 films exactement. Ouais, c'est ce que j'avais lu, qu'il y avait eu seulement, pour une centaine de films, 8 acteurs différents qui avaient joué ce rôle-là. Ouais. Dont le plus connu est probablement Jet Li, dans les films de Choi Ark, Il était une fois en Chine, réalisé ou produit par Choi Ark. Il y a aussi Donnie Yen qui l'a joué. Alors juste avant de débuter dans le contexte, je vais juste prévenir que, encore une fois, à travers les films, c'est comme pour le sabre en manchot, où Wong Fei-hung, c'est pas tout à fait... disons que tout n'est pas fidèle à la réalité. La version de Choi Ark est peut-être la plus proche, d'ailleurs, je pense, du personnage historique, parce que c'est juste pour dire que le personnage de Jackie Chan, il a de Wong Fei-hung, à mon avis, que le nom, quoi. Ça reste quand même un personnage qui est extrêmement fantasmé, qui représente une sorte de Robin des Bois, en fait. C'est le Robin des Bois chinois. Il est pas vraiment décrit, comme dans le film, comme un personnage, on va dire, facétieux. Et d'ailleurs, pour être complétiste, c'est pas du tout un pratiquant de la boxe de l'homme ivre, en réalité, quoi. Donc, déjà, la base, le titre, si tu veux. Voilà. Il pratiquait le Hong Na, qui est un art martial de frappe, mais qui est pas du tout... Qui n'a rien à voir avec la boxe de l'homme ivre, quoi. Vous ne m'avez encore rien appris, pourquoi? Oh, parce que tu dois apprendre l'importance des bases avant. Sans elles, l'entraînement est une perte de temps, c'est évident.
Pourquoi crois-tu que je t'ai poussé aussi loin? Pour pouvoir t'enseigner les bases de la boxe des 8 immortels. On va parler du contexte. Donc c'est un film qui sort en 1978 et c'est la deuxième collaboration entre Jackie Chan et Yuen Woo-ping. C'est d'ailleurs le deuxième film de Yuen Woo-ping, il sort la même année que le fameux Le Chinoise des Chênes. Et c'est deux films qui ont beaucoup de choses en commun, mine de rien. Alors je sais pas si t'as des bons souvenirs ou si t'as peut-être une vision plus récente que moi du Chinoise des Chênes, j'en sais rien. Pas du tout, je me souviens l'avoir vu il y a une vingtaine d'années en VHS. Honnêtement, c'est un vague souvenir qui m'avait pas particulièrement marqué parce que j'avais découvert les œuvres suivantes de Jackie Chan qui étaient bien plus poussées en termes de mise en scène, en termes de chorégraphie, en termes de comédie, bien plus maîtrisées. Donc ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Moi, quand on me dit d'ailleurs Drunken Master, je pense à sa suite, qui est pour moi un des tout meilleurs films de Jackie Chan. D'ailleurs, le titre, c'est The Legend of the Drunken Master, c'est ça? Et le titre français, c'est Combat de maître. Et d'ailleurs, The Legend of the Drunken Master, qui est une suite non officielle, en fait, qui reprend le personnage de Wong Fei-hung, interprété à nouveau par Jackie Chan. Mais qui a pas du tout les mêmes comportements, par exemple, que dans le premier film, quoi, et qui fait pas du tout mention du Drunken Master original. Alors juste voilà pour parler du contexte, Jackie Chan à ce moment-là il est pas du tout la légende qu'on connaît aujourd'hui, puisque c'est en 78, il a pas tant que ça de fait d'armes avant le Chinoise des Chênes en fait. C'est quelqu'un qui est un quasi inconnu en fait à cette époque-là. Certes, il a tourné pour John Woo, mais John Woo est aussi un quasi inconnu. C'est vrai. À ce moment-là. Et donc c'est vraiment des stars en devenir en fait. En l'occurrence, Jackie Chan là n'est qu'un artiste martial parmi des centaines et des centaines d'autres. Et c'est même quelqu'un qui avait tendance à subir des échecs parce que il a été dans le rôle principal de La Nouvelle Fureur de Vaincre. Ouais. Donc tu sais, pour reprendre le rôle de Bruce Lee justement dans La Fureur de Vaincre, et ça a été un échec terrible en fait. Parce qu'il n'était pas du tout adapté à ce type de rôle où il jouait un dur, quoi, un badass. Il a trouvé sa voie plus tard. En fait, quand il fait Drunken Master, il a eu ce premier succès, le Chinoise des Chênes, et ça lui a vraiment permis d'asseoir une petite réputation comme un artiste martial comique, même si c'est vraiment les prémices, c'est quelque chose qui va affiner par lui-même et avec d'autres réalisateurs avec le temps. Mais là, ce dont témoigne Drunken Master, c'est un Jackie Chan, le Jackie Chan qu'on connaît, qui est en devenir. Il continue à poser les bases de ce qui va être vraiment le trademark, le style Jackie Chan, qui va devenir célèbre en fait à travers le monde. Tu te trouves drôle, hein? Maître Wong, qu'avez-vous l'intention de faire pour le punir? Ma décision est la suivante. Je renie ce garçon. Ce n'est plus mon fils. Faites ce que bon vous semblera avec ce coquin. On va en reparler je pense à la fin dans l'Impact, mais c'est un film important plus pour son côté fondateur en fait. Voilà, c'est une date, c'est vraiment comme tu le dis les prémices de ce que sera Jackie Chan et surtout de ce que sera le courant du kung-fu comédie quoi. Même s'il est pas encore tout à fait établi et comme tu le dis les suites, les spin-offs et d'autres films de Jackie Chan qu'on évoquera certainement à la fin sont beaucoup plus parlants dans ce registre-là, mais c'est une pierre fondatrice quoi. C'est une pierre fondatrice, c'est important quand on est complétiste ou quand on est fan de Jackie Chan, qu'on s'intéresse à sa carrière, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a fait au début, comment il s'est construit pour arriver là où il en est. À ce niveau-là, c'est vraiment intéressant de jeter un coup d'œil à Drunken Master. Le film en lui-même a les qualités et les défauts qu'il a, qui sont aussi liés à son époque, à l'inexpérience du réalisateur, du chorégraphe, qui est la même personne en l'occurrence, des acteurs, et c'est vraiment impressionnant de voir comment film après film, parce qu'il y a un moment Jackie Chan et même Yuen Woo-ping ont atteint un pic de professionnalisme, mais là on voit vraiment deux talents être en train de se former en fait à travers ces films. D'ailleurs pour parler de Yuen Woo-ping, à ce moment-là ils ont un destin qui est un petit peu lié, puisque lui non plus est pas encore l'icône hongkongaise qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a déjà une carrière de cascadeur, il était sur les films de Chang Che, du sabre à manchot, donc il est dans Un seul bras les tue à tous, le fameux, et aussi dans La Rage du Tigre, mais voilà, c'est son premier film en tant que chorégraphe et en tant que réalisateur. Et donc il est loin d'avoir encore l'aura qu'il a aujourd'hui, puisque quand on parle de Yuen Woo-ping, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Yuen Woo-ping, parce qu'on s'intéresse pas forcément en disant à tous les crédits dans le générique malheureusement, c'est probablement le chorégraphe le plus populaire et le plus brillant au minimum du continent asiatique, si ce n'est plus quoi. C'est celui qui a fait les chorégraphies les plus révolutionnaires. Il a connu la célébrité internationale et mondiale grâce à Matrix, puis grâce à Tigre et Dragon, qui l'ont vraiment sorti de son continent en fait, parce qu'il était quasiment inconnu, c'était pas un nom que moi personnellement je connaissais avant ces deux films-là, et à rebours, j'ai découvert, ah oui en fait c'est lui qui a fait ça, ah c'est lui qui faisait les chorégraphies là-dessus, et donc c'est d'abord un chorégraphe, et ensuite c'est devenu un réalisateur, je dirais pas que voilà, c'est le plus grand réalisateur, hein, mais... C'est pas ce qu'il y a de plus prégnant dans Drunken Master quoi. Allez, dégage. Fous le camp. Tu crois que tu parles à ta mère? Tu vas les retirer en enfer. Tu vas payer à cet homme ce que tu lui dois quand tu seras enterré à 6 pieds sous terre. Quel dommage que tu le prennes sur ce ton. Je viens de vivre une très mauvaise journée. Je suis donc d'une humeur exécrable.
Tu vas me forcer à t'apprendre à payer tes dettes. Bon bah écoute, on va passer à la suite alors. On va s'intéresser au film en lui-même, on va essayer de comprendre comment c'est fait, et on va donner notre avis. Donc je m'adresse aux plus grands fans au monde de Comédie HK, et quand j'ai revu le film, je me suis dit que il y a des passages qui ont dû te faire souffrir un petit peu, non? Franchement, ça va, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les comédies purement cantonnaises, qui font que dans la comédie, ou sinon des films sérieux avec des intermèdes comiques. D'accord. C'est peut-être là où j'ai le plus de mal. Mais en fait, chez Jackie Chan, et en l'occurrence dans Drunken Master, c'est de l'humour bon enfant et ça va avec tout l'univers. Certes, là l'humour est vraiment à ras les pâquerettes, mais c'est bon enfant, enfin c'est le type de film que tu peux regarder avec ton gamin, mais clairement le niveau de l'humour va grandement s'améliorer dans les futurs films de Jackie Chan. Et encore une fois, c'est intéressant de voir d'où il part, avec les grimaces, les mimiques, un humour extrêmement caricatural, qui finalement va vachement, même si ça reste très Buster Keatonien, ce qu'il va faire par la suite, Complètement. bah c'est beaucoup plus subtil dans la façon dont il fait de l'humour, dans la façon dont il va... L'humour, je pense, va surtout s'équilibrer, voire s'assagir, quoi. C'est-à-dire qu'on sera moins souvent dans le grotesque, et notamment dans Drunken Master 2, qui représente quand même une référence en termes de kung-fu comédie. Drunken Master 2 fait partie des 3 plus grandes kung-fu comédies qui existent. Hein. On n'est pas là pour parler de celui-là, mais il m'a mis vraiment une vraie claque. Je me souviens l'avoir vu sur M6. J'étais avec un copain, on était bouche bée devant les chorégraphies, quoi. Ça n'arrêtait pas. Avance, avance. Je vais commencer par parler un petit peu de la narration dans Drunken Master, si tant est qu'il y en ait vraiment une. C'est un film qui est construit quasiment comme un film à sketch. Ça pourrait être, si tu veux, les nouvelles aventures de Wong Fei-hung, ça choquerait pas, quoi. Donc on a pêle-mêle, Wong Fei-hung veut pas payer au restaurant, donc il se bat. Wong Fei-hung s'embrouille avec Tête de Fer, encore une fois, donc il se bat. On a Wong Fei-hung drague des jeunes filles au marché de manière assez subtile, donc il se bat. Et voilà, le tout dans le film sert quasiment qu'à contextualiser de manière, on va dire, assez grossière un enchaînement de combats. Il n'y a pas énormément de fil rouge dans ce film-là, quoi. D'ailleurs, j'étais souvent en train de me demander, bon, ok, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Parce qu'on te colle, tu sais, une intro avec celui qui deviendra l'antagoniste principal, donc qui est incarné par Wang Zhongli. On te met une intro avec ce personnage, et il reviendra dans la toute dernière séquence, voilà, sans qu'on sache encore trop d'où ça sort, hein. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste, il n'y a pas vraiment de personnage récurrent. Drunken Master, si on devait le résumer, à mon avis, ça serait comme ça, quoi. Par contre, s'il faut parler du cœur du film, c'est les combats. Je pense que le niveau des chorégraphies déjà de Yuen Woo-ping et aussi de Jackie Chan, hein, parce qu'il a sa part là-dedans, bah, elles sont déjà impeccables, quoi. On peut pas les apprécier de la même manière qu'on apprécie des chorégraphies modernes ou alors des chorégraphies qui ont été faites même 5-10 ans plus tard par les mêmes personnes, parce que la façon de filmer a évolué très rapidement dans le paysage cinématographique asiatique et hongkongais. Donc c'est vrai qu'il y a un côté... bah, c'est un peu comme les films de Bruce Lee à l'époque, c'est-à-dire que la caméra est posée et tu regardes. C'est ça. Alors c'est certes impressionnant, hein, mais c'est vrai que il y a ce manque de mise en scène autour des combats, ça me manquait un peu, tu vois. Un petit peu à la même manière, les combats ils sont surappuyés par des bruitages vraiment excessifs, quoi. Donc des grands bruits de claques ou de vent. On a aussi des petits artifices type des descentes de piano, tu sais, pour se la jouer vraiment comédie, quoi. Et vraiment slapstick. Mais après oui, la mise en scène hors décorée, elle est hyper simpliste. C'est-à-dire qu'on a un artifice tout simple, c'est cut, dézoom. Ouais, tu vois, je pense que c'est le film qui utilise le zoom, dézoom immédiat le plus souvent au monde, quoi. C'était quelque chose qu'on voyait souvent dans les films de l'époque, et c'était hérité aussi de Bruce Lee finalement, parce que Bruce Lee, lui, volontairement, refusait la mise en scène, en tout cas trop de mise en scène autour de ses combats, parce qu'il voulait qu'on le montre brut, et qu'on voit vraiment ce que c'était une chorégraphie, un combat à main nue d'arts martiaux. Un style très classique qui va beaucoup changer dans le futur, mais le fait d'avoir introduit la boxe de l'homme sous au monde à travers ce film, c'est déjà un accomplissement en soi. Ce qui est appréciable dans la mise en scène, dans la manière de filmer, c'est qu'il y a cette volonté de filmer justement, comme tu disais, avec la caméra posée, les combats comme un tout. C'est-à-dire qu'on voit la plupart du temps les deux combattants ensemble sur un même plan, sur un pied d'égalité quasiment. Ça permet de voir à quel point les chorégraphies et les combats sont physiques et mine de rien assez cinématographiques quand même. C'est-à-dire que voilà, on a tout le loisir d'apprécier tous les mouvements, la fluidité de ce qui se passe, c'est-à-dire que ça cut pas beaucoup. Alors on a quelques inserts à droite à gauche forcément pour dynamiser le tout, mais voilà, il y a beaucoup d'air autour des combattants et ça permet de tout voir tout le temps, quoi. Malgré l'utilisation de doublures. Je pensais surtout au vieux maître chinois justement qui fait une utilisation extensive de cascadeurs. D'ailleurs les raccords sont parfois un petit peu bizarres. Oui. Est-ce que tu as vu qui est-ce qui interprétait le personnage du vieux maître chinois justement? Oui, c'est le père de Yuen Woo-ping. C'est le père de Yuen Woo-ping, qui à ce moment-là n'avait plus vraiment de carrière, et c'est un rôle qui a d'ailleurs relancé un peu sa carrière, et il est revenu dans d'autres films en jouant ce même rôle, mais plus en termes de caméo. Attendez, comment vous vous appelez? Monsieur So.
J'en connais un autre. Lui, il me gâche la vie. Mon propre père lui a dit de venir s'occuper de moi. Mais inutile d'avoir peur dans ce cas. Peur ? Je vais lui faire la peau. D'ailleurs, c'est un personnage, lui aussi, folklorique. Enfin, folklorique, c'est un personnage réel, c'est une grande figure aussi, donc c'est le personnage de So-Ai, je crois, qui est surnommé Bégarceau dans la culture populaire. Et c'est un personnage assez populaire avant même la sortie de Drunken Master, et c'est un personnage qui a été repris par l'acteur qui est Yuan Xiuten, donc qui est le père de Yuan Wuping. Il l'a repris dans plein de spin-offs officiels ou officieux, on ne sait pas toujours tout. et pour faire le lien d'ailleurs avec un autre épisode, c'est aussi un personnage qui a été joué par notre ami Vincent Zhao, le fameux acteur de The Blade, ou Choi Man-chuk va vous l'appeler comme vous voulez. Il a été joué donc par lui dans un film de Yuan Wuping qui s'appelle True Legend, et qui est en fait a pour ambition de nous raconter comment le Drunken Master est devenu alcoolique. C'est une histoire assez intéressante. C'est Drunken Master Origins, quoi, je pense. Voilà. Et sinon, ouais, on commence quand même à voir un petit peu la marque de Jackie Chan et certainement son implication dans la manière d'approcher les combats, parce que, alors, ok, ça sera jamais aussi important que dans les suites ou dans beaucoup d'autres films qu'il va faire après, Opération Condor, voilà, ce genre de choses. Il y a déjà une utilisation assez inventive et ludique de l'environnement. Alors là, ça se limite à des chaises ou une petite épée qui rebondit sur un pied, tu vois. Mais déjà, on a cette volonté de jouer avec pas seulement l'art martial en lui-même, mais aussi avec son environnement immédiat. Il y a les prémices, du style Jackie Chan qui sont présents. C'est important justement de remarquer ça, que c'est parti d'un souci de se renouveler, d'arriver à trouver un truc pour rendre la scène marrante, qui va ensuite faire partie intégrante du style de Jackie Chan. Et même le fait d'être entouré de plein de mecs et d'être sûr que Jackie Chan va s'en prendre plein la gueule, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à développer avec ces films-là. Et on voit que quand il se prend des coups, ça fait mal, que c'est un personnage complètement faillible, et c'est quelque chose qui est au centre, on va dire, du personnage Jackie Chan, qu'on retrouve à travers ces différents films. C'est quelque chose qui aura vraiment fait son chemin pour le coup, parce que pour le grand public, Jackie Chan, c'est un acteur quand même extrêmement populaire, c'est un comique aussi assez reconnu, mais c'est vrai que c'est aussi un cascadeur assez efficace, quoi. Et c'est à travers cette utilisation de l'environnement, voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de petits détails qui maintient un petit peu ton intérêt dans des combats qui ont parfois tendance à être extrêmement longs, parce que tu parlais du fait qu'il soit outnumbered justement dans beaucoup de ces films. Il n'y a pas encore complètement ça, il y a souvent des duels qui participent parfois à rendre certains combats un peu redondants. Mais tout ça, ça revient aussi aux liens scénaristiques. Ouais, bien sûr. En fait, t'as pas de tension dans les combats parce qu'on t'introduit des personnages qui sont là pour une scène et qui repartent. Et en fait, ça amène pas à l'identification au personnage, ni à apporter une histoire finalement satisfaisante, à un arc scénaristique intéressant pour le personnage. Ce qu'il y a de plus intéressant finalement dans ce film, en termes de scénario, c'est finalement sa relation avec le vieux maître. Ouais, bien sûr. Mais même là, il n'y a pas un arc si intéressant que ça, c'est-à-dire qu'il y a l'arc de leur relation, mais leur relation change, mais pas de manière drastique. Ouais. C'est drôle, mais très rapidement, on arrive à un accord, ça y est, ils le respectent, sans que ça ait vraiment été mérité par le film. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une plus grande intention. Alors bon, on était en 1978, je prends ça en considération, mais c'est vrai que des films plus tard ont repris cette formule-là, qui était déjà pas une formule neuve, l'histoire du maître qui prend un disciple et qui va le former. Mais ouais, ce qui vraiment empêche le film d'être meilleur, c'est son inattention à un arc scénaristique satisfaisant. Comme tu disais, c'est un film à sketch, ça pense pas en fait sur le long terme. Ouais, c'est un film extrêmement immédiat. D'ailleurs, on a ce fameux justement training montage où on va nous présenter de manière, encore une fois, peut-être excessivement longue, l'ensemble de tous les styles qui composent la grande école de la boxe de l'homme ivre. Donc on nous parle de l'handicapé à la jambe foudroyante, par exemple. Et d'ailleurs, si on a des vrais adeptes du style de Anne Le Gros portant un pot, j'aimerais qu'ils me contactent, ça m'intéresse. Moi, c'est le style de la jeune femme qui m'intéresse beaucoup. L'immortel Toshio, la demoiselle qui danse et se déhanche. Arrête! Tintine, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un style qui convient aux femmes, pas à moi. C'était une femme, mais elle était redoutable. Fais comme moi. Justement, ça me permet quand même de faire le lien avec un truc dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est l'humour dans ce film. Il faut remettre certainement l'époque en perspective. On a déjà effleuré certains sujets quand on parlait de Stephen Chow et de Shaolin Soccer beaucoup plus tard, mais c'est parfois un peu déplacé justement quand on parle de ce style de la jeune fille, c'est-à-dire que Jackie Chan, dans tous ses fameux styles, on a un d'entre eux qui est le style de la jeune fille ivrogne, je sais plus exactement comment c'est traduit, mais la manière de représenter justement cette jeune femme est un peu étrange, c'est-à-dire que pendant
L'entraînement, il arrive pas trop à le tenir, quoi. Donc, il va se dandiner un peu bêtement, comme s'il se maquillait. Alors, vu aujourd'hui, c'est un peu limite, parce qu'il y a un côté, je refuse d'être identifié, même pour un entraînement, même pour apprendre un style martial, à être identifié à une femme. C'est intéressant si on parle plus du personnage. Bien sûr. Mais je pense que ça en dit aussi beaucoup sur l'époque, sur la façon dont les hommes étaient représentés dans les films. Qui plus est en Asie. Mais d'ailleurs, cette histoire de la vision de la femme, c'est le plot twist quasiment. Oui, ça prend une importance folle. Puisque c'est parce que il veut pas être identifié à cette femme, parce que c'est trop ridicule d'être identifié à cette femme, bah du coup il bosse pas ce style et ça va lui faire défaut pendant le combat final, quoi. Donc en fait, quelque part, c'est hyper important. Attends! Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, maître! Comment? Je me suis pas entraîné! Allez-y, guidez-moi! Débrouille-toi. Moi, ce que je voulais relever pour terminer sur le film en lui-même, c'est que on a aussi un truc au niveau des combats. On a une approche par rapport au film de kung-fu peut-être plus traditionnel. On cherche pas forcément à tuer son adversaire, mais on a plutôt tendance à l'humiliation. C'est quelque chose dans le kung-fu comédie qui est très important. Si je prends l'exemple du combat contre celui qu'en VF on appelle du bâton, une traduction un peu approximative, il cherche pas à le tuer. Par contre, il lui pète dessus, il lui met la tête dans la bouse. Tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Santé! C'était un fait spécial pour le roi du bâton. C'est marrant parce que ce truc de l'humiliation, c'est finalement quelque chose qui revient assez régulièrement dans le cinéma asiatique, parce que la question de l'honneur est extrêmement importante dans la culture chinoise, même dans des films beaucoup plus sérieux, hein. Moi je pense notamment là à The Killer, où le fait d'être diminué physiquement, d'être mis à terre, d'être insulté, est quelque chose qui est souvent traité avec beaucoup de puissance. Et dans ce film-là, la scène finalement la plus marquante dramatiquement, c'est quand Jackie Chan perd la première fois face à Thunderfoot, où il est complètement ridiculisé, et il est obligé de se mettre à terre et de ramper entre les jambes de son ennemi. Et ça, effectivement, c'est finalement pire que la mort dans la manière dont c'est traité dans ce film et dans beaucoup de films de kung-fu et dans beaucoup de films du cinéma chinois, en fait, du cinéma hongkongais. Si jamais je tuais un minable comme toi, je prendrais le risque de ruiner ma réputation. Mais tu vas ramper maintenant. Ramper pour aller nettoyer la merde. À terre! Rampe! C'est le seul moment où on va avoir un semblant de traitement dramatique de l'histoire de Wong Fei-hung, quoi. C'est juste que là, il va comprendre qu'il faut s'entraîner pour revenir, pour finalement foutre une tôle à Wang Zhongli. Et c'est l'enjeu majeur, hein. D'ailleurs, belle coïncidence que de tomber sur ce mec-là qui lui pète la gueule, alors qu'il n'a même pas encore été engagé pour aller tuer son père quelques scènes plus tard, effectivement. Ouais. Donc on va pouvoir passer à la suite, donc à l'impact du film, ce qui est presque ce qui est le plus intéressant, je pense. Si on parle en termes de chiffres, déjà c'est un très grand succès. C'est un film qui a été dans le top 10 de plein de pays asiatiques, hein, bien sûr, à Hong Kong, mais aussi au Japon, et qui a été même, je crois, premier au box-office en Corée du Sud. Donc c'est sur le continent asiatique un très très gros succès. Ce qui est le plus intéressant dans l'impact, comme on n'a pas cessé de le répéter, c'est que c'est la pierre fondatrice sur laquelle va s'appuyer la carrière de Jackie Chan. Même si elle va pas décoller tout de suite, hein, puisque ça va le mener à signer avec la Golden Harvest quelques années plus tard. Là, il fera une tentative d'exportation américaine qui se soldera pas encore super bien, mais quelques années ensuite, en termes de portée internationale, mais c'est quelque chose de complètement énorme. Même comparativement à Bruce Lee, Jackie Chan, c'est peut-être l'exportation la plus impressionnante, quoi. Alors, tout le monde connaît Jackie Chan, tu vois, que tu t'intéresses au cinéma asiatique ou non, c'est probablement le nom le plus évident aujourd'hui, quoi. Jackie Chan, c'est pas juste le nom d'un acteur, c'est le nom d'un style, en fait. Le style de comédie kung-fu appartient à Jackie Chan dans l'esprit du public, en fait. Même si c'est pas le seul artisan de ce courant-là, puisqu'il y a aussi Sammo Hung qui est peut-être un petit peu dans l'ombre. C'est quelqu'un qui a beaucoup affairé aussi pour ce style-là, mais c'est vrai que oui, dans l'imaginaire collectif, Jackie Chan, c'est quelque chose d'absolument énorme. On sait que il y a sa dernière autobiographie qui est sortie en France il y a pas très longtemps, là, qui a été encore un succès, même si pour l'instant, en ce moment, il est plutôt dans un arc de carrière, on va dire... descendant. Ouais, voilà, il est plus maintenant dans le DTV ou dans le film qui a un succès domestique, mais qui s'exporte plus aussi bien qu'à la grande époque américaine, quoi. Il y a notamment une chose qui explique ça, enfin c'est pas la seule, c'est le fait qu'il ait défendu le gouvernement chinois en disant, je paraphrase, mais que le peuple chinois avait besoin d'être privé de liberté pour marcher droit. Donc là, à partir de ce moment-là, il s'est mis beaucoup de son public de fans à dos, ce que je peux complètement comprendre, ça me fait pas très plaisir qu'il ait dit ça, évidemment. Non, évidemment non. Mais de toute façon... Physiquement, il y a un moment où tu étais obligé d'arrêter de faire des méga cascades, et un des derniers films dans lequel il a joué, qui est The Foreigner, ce qui veut dire l'étranger en fait,
un thriller dramatique qui est vraiment pas mal réalisé par le réalisateur de GoldenEye et du Masque de Zorro, qu'il a fait aux États-Unis avec Pierce Brosnan, et il arrive vraiment à faire quelque chose de pas mal, sachant qu'il ne peut plus faire les cascades, ce qui est tout à fait normal qu'il faisait il y a 20, 30, 40 ans, quoi. Mais bon, voilà, Drunken Master, c'était une pierre fondatrice qui va contribuer à lancer le Kung Fu Comedy et donc par extension la carrière de Jackie Chan, mais aussi celle de Yuen Woo-ping, parce que ça va s'emballer, hein, mine de rien pour lui derrière. En tant que réalisateur, il a des gros succès, par exemple Tai Chi Master, hein, je pense pour citer peut-être les plus évidents, True Legend, Tigre et Dragon 2 plus récemment. Et d'ailleurs il a commencé sa carrière ensuite de chorégraphe pur, c'est-à-dire sans avoir d'impact sur la réalisation, en reprenant le personnage de Wong Fei-hung, puisque c'était sur Il était une fois en Chine, qu'il est vraiment à 100% chorégraphe, quoi. Sachant que la place des chorégraphes dans l'histoire du cinéma chinois est très importante, bien plus que dans le cinéma américain ou dans le cinéma européen, parce que ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que les chorégraphes peuvent souvent se retrouver à la réalisation des scènes de combat, ce qui pourrait être l'équivalent d'être réalisateur de son d'équipe, c'est-à-dire qu'il les chorégraphie, mais il chorégraphie également les mouvements de caméra, les placements de caméra, quelque chose qui est complètement inimaginable aux États-Unis par exemple. Aujourd'hui, ça tend à changer. Quand tu vois John Wick ou Tyler Rake, là, c'est des anciens coordinateurs de cascade qui finalement passent derrière la caméra complètement, quoi. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est là tu parles de gens qui sont devenus réalisateurs. Oui, bien sûr. Mais je disais juste que les chorégraphes, eux, sont, en étant juste chorégraphes, fait partie de leur métier de réaliser les scènes d'action sur des films sur lesquels ils ne sont pas réalisateurs, en fait, et qui les amènent ensuite à la réalisation. En tout cas, en témoigne la carrière de Yuen Woo-ping, et en témoigne la carrière de Chad Stahelski qui a fait les John Wick. Faut parler aussi du personnage de Wong Fei-hung, justement. C'est un film qui a engendré quand même des tas de spin-off et de séquelles plus ou moins officielles, hein. Ce qui veut quand même illustrer assez puissamment que c'est un film qui a une certaine portée. Alors on va terminer par un exercice très difficile, c'est-à-dire qu'on va créer des liens, on va faire nos recos habituels, je commence si tu veux. Je suis pas allé chercher très loin, je suis allé chercher dans la filmo de Jackie Chan, parce que il y en a tellement. On a cité Drunken Master 2, donc je vais pas le refaire, ça serait beaucoup trop facile. Je vais citer quelque chose qui est une sorte de miroir, je trouve, à Drunken Master. Passer à la moulinette américaine, ça donne quelque chose d'assez intéressant. C'est un film de 1995 qui s'appelle Rumble in the Bronx, qui est, alors je sais pas si c'est une histoire de nostalgique ou pas, mais qui est un de mes Jackie Chan préférés au final, quoi. C'est une histoire de nostalgie. Ouais, non mais, alors, oui, mais ça reste quand même un film en termes, encore une fois, de chorégraphie et de ludisme, tout simplement, qui est quand même hyper réussi, je trouve. Il a le mérite d'être assez ambitieux, je trouve, en termes de chorégraphie, encore une fois, et en termes de cascade. Et c'est le film un petit peu initiateur, peut-être de ma génération, en ce qui concerne Jackie Chan, quoi. C'est-à-dire que c'était le film, t'avais la bande-annonce, je me rappelle même à la télé, quoi, tu vois. Quand il est sorti en 95, c'était un truc, avant TVHS, t'avais la bande-annonce de Rumble in the Bronx, quoi. Et ça a été, je pense, l'initiateur de l'admiration que j'ai pu vouer ensuite à Jackie Chan. C'est ce qui a un peu lancé le début de la carrière de Jackie Chan aux États-Unis, parce qu'il avait déjà fait un crochet par les États-Unis, je sais plus, 10, 15 ans auparavant. C'était après Drunken Master, en fait, peu de temps après, et ça avait pas très bien marché. Il s'était retrouvé dans des seconds rôles, dans des comédies avec Burt Reynolds, l'équipé du Cannonball, je crois, et ça avait été une expérience finalement assez douloureuse. Ouais. Et là, c'est une production chinoise, mais aux États-Unis, parce que Jackie Chan ne voulait pas être soumis, au bon gré des réalisateurs américains qui ne comprenaient pas son style, qui ne savaient pas comment filmer ses scènes d'action, qui fait que ça a été sa première incursion réussie, en fait, sur le territoire américain. Est-ce que t'as quelque chose, toi? Si vous aimez ce mélange d'humour et de kung-fu, vous trouverez personne qui le fait mieux que Jackie Chan. Vous trouverez de quoi vous repaître, peu importe le film sur lequel vous tombez. Après, s'il faut en citer quelques-unes, il y a les deux Armour of Gods, par exemple. Même les Police Story, en fait. Bon, bah voilà, hein, pour résumer tout ça, des kung-fu comédies avec Jackie Chan, il y en a un paquet. Et si vous en avez pas vu, bah c'est cool, parce qu'il y a vraiment plein de trucs super à découvrir, quoi. Ouais. Ceci étant dit, pour terminer cet épisode, on a une petite annonce à faire pour ceux qui ne nous suivraient pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que on sait bien que tous les auditeurs ne le font pas ou n'y ont pas spécialement accès. On a collaboré avec un éditeur donc de films chinois en général, qui s'appelle Spectrum Film. On a collaboré sur un bonus pour leur édition Blu-ray de Full Alert, classique du cinéma hongkongais des années 90, qui est le dernier film que Ringo Lam a fait avant la rétrocession, en fait. Donc vous pourrez découvrir notre premier bonus vidéo sur cette édition Blu-ray. Si vous achetez un des 1000 exemplaires, puisque c'est une édition, comme toujours avec Spectrum limitée. Donc ceci étant dit, on espère que ça vous a plu. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On n'a pas encore de sujet pour le prochain épisode, mais je pense que de toute façon, les vacances arrivant à grands pas, on va s'accorder un petit break là. Ouais, on sait pas encore exactement quand est-ce qu'on va revenir, mais vers la rentrée, voilà, à la rentrée, on sera de retour. En tout cas, Erwan, merci d'être venu pour parler d'un style que t'affectionnes énormément, donc la comédie cantonaise. On l'aura tous compris. D'ici à notre prochaine incartade, je ne sais où, mais je pense qu'on sera sur quelque chose d'un peu plus sérieux pour pas trop te faire souffrir. Portez-vous bien. À très
très bientôt. Continuez à regarder des films HK, d'ailleurs des Kung Fu Comedy si vous voulez. Et puis voilà, Erwan, à plus tard. Ouais, à plus tard. Salut à tous. Salut. Vous avez écouté Hcast, un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.